Et donc, nous allons commencer ce stage avec vous de ma chaîne Bonsoir. Donc, vous êtes journaliste, présentateur radio et Europe 1 MC, mais aussi correspondant pour la division média TV Nouvelles. Ce soir, donc, on se questionne sur le fait que les réseaux sociaux sont devenus des médias comme les autres. Et aujourd'hui, vous représentez en quelque sorte les médias traditionnels. Donc, selon votre expertise, comment est-ce qu'on se positionne sur les réseaux sociaux en représentant les médias traditionnels et quelles relations entretenir avec les créateurs de contenu qui peuvent parfois entrer en concurrence avec vos activités? Bah, disons que historiquement, ça a été vu comme un complément, quelque chose de plus. Aujourd'hui, c'est vu comme une concurrence. Les réseaux sociaux touchent un public que les médias traditionnels n'arrivent plus à atteindre. Les millennials, les plus jeunes, la génération Z, c'est un public qui ne fréquente plus les médias traditionnels que sont la radio, la télévision et la presse écrite, ou en tout cas moins ou différemment. Et donc, les réseaux sociaux sont leur première source d'information. Donc on voit, nous, les médias traditionnels, ça comme une concurrence. Après, l'évolution a changé depuis les années, on va dire 2010, puisque c'est à ce moment-là que les principaux réseaux sociaux vont apparaître. Et surtout, tout a changé en 2016, l'élection de Donald Trump, qui a vraiment marqué une rupture, puisque ce candidat hors système avait réussi sa campagne avec, on disait, Twitter et un avion. Et c'est comme ça qu'il avait réussi à arriver à la Maison Blanche. Donc Donald Trump a vraiment été le pivot qui a institutionnalisé les réseaux sociaux, et ça se voit d'autant plus aujourd'hui avec eh bien la tentative de comment dire de rapprochement de la Maison Blanche que sont en train d'effectuer évidemment Twitter devenu X et surtout Facebook. On a bien vu Mark Zuckerberg se rapprocher de plus en plus du pouvoir et de Donald Trump pour toucher. Donc voilà, on voit bien que ces réseaux sociaux sont devenus des principaux concurrents des médias traditionnels. D'ailleurs, cette semaine, Mark Zuckerberg a participé à euh, créer des notes de communauté, comme ça existe aussi sur Twitter, qui permet aux utilisateurs bien de juger d'eux-mêmes de la véracité des publications qui sont effectuées sur les réseaux sociaux. Et c'est là l'immense différence qui existe entre les médias traditionnels et les réseaux sociaux, c'est que nous, les médias traditionnels, on fait du fact-checking. Il va y avoir des journalistes qui vont chercher à croiser les sources, comme on dit, qui ont une méthodologie pour eh bien faire émerger la vérité que les réseaux sociaux n'ont absolument pas. Et la régulation des réseaux sociaux est particulièrement dure. Donc, on va dire que sur le fond, c'est la principale chose qui nous différencie, mais sur la façon dont on va s'adresser à un public, là, c'est extrêmement proche, puisqu'au fond, des médias pour lesquels je travaille, qui sont avant tout des médias d'information généralistes, racontent des histoires. Ils sont là pour raconter des histoires qui se passent proches de chez nous, politiques, faits divers, faits de société, ou des histoires qui se passent plus loin à l'international. Et c'est également ce que font les créateurs de contenu, les réseaux sociaux, de raconter des histoires. Mais ils vont le raconter sur des supports qui sont fréquentés par des publics, des populations que nous ne touchons plus. Et donc là, eh bien, sur on va dire cette proximité sémantique de notre capacité de narration du monde qui nous entoure, narration de la réalité, eh bien les médias traditionnels ont vu, voilà, non pas leurs audiences fondre par l'arrivée des réseaux sociaux, mais juste les générations de nos auditeurs et téléspectateurs ne pas se renouveler, puisque eh bien les nouvelles générations aujourd'hui nous regardent moins. D'ailleurs, dans cette stratégie-là, nombre de médias traditionnels ont cherché à eh bien capter ces audiences en intégrant des créateurs de contenu. Hugo Travers arrivant en 2023 sur France 2. Récemment encore, c'est RMC Story qui a annoncé un partenariat avec l'agence Webedia pour l'arrivée de deux influenceurs que je connais pas, on va pas se mentir, il y en a un, il fait des trottinettes et l'autre, je crois que c'est un chanteur, mais voilà, disons qu'il y a une envie des médias traditionnels, et bien, et qui sont toujours un peu en retard d'ailleurs, de gratter quelques millions de téléspectateurs par le fait d'embaucher ces créateurs de contenu. Mais il y a dans ma génération, hein, j'ai 33 ans, ça fait 10 ans que je suis journaliste, et il y a dans ma génération des journalistes qui ont décidé de ne plus passer par
cursus honorum traditionnel des grands médias nationaux et de se lancer immédiatement sur des plateformes indépendantes. Le plus connu, c'est Charles Villa, qui a certes collaboré un temps avec la plateforme Brut, que l'on pourrait désormais qualifier comme un média traditionnel tant ils sont installés dans le paysage. Mais voilà, Charles Villa fait des documentaires, des grands reportages et il travaille de manière indépendante. Et c'est lui qui a un peu inauguré une nouvelle façon de faire du journalisme aujourd'hui, de l'information, tout en partageant le support des réseaux sociaux, des plateformes, j'inclus YouTube quand je dis aussi les réseaux sociaux, mais en respectant la méthodologie journalistique. Donc c'est finalement un assez bon syncrétisme. Et dans sa veine, Charles Villa a petit à petit drainé d'autres journalistes de ma génération qui désormais sont complètement indépendants des plateformes et proposent du contenu de grande qualité. Après, le contenu qu'ils proposent n'est pas une révolution. La façon qu'ils ont de faire du journalisme correspond exactement à celle qu'ont de faire des grands médias. La façon que a Hugo Décrypte de parler de l'actualité, on le fait tous les jours aux 20h de France 2 et de TF1. C'est seulement qu'ils vont sur des plateformes où auparavant les médias traditionnels n'y étaient pas, même si aujourd'hui, avec le cross-média, de plus en plus de médias traditionnels vont chercher à être sur toutes ces plateformes-là. Ils vont. Alors, il y a eu des reculades quand même. Hein. Je me rappelle d'RMC qui avait tenté, non, de BFM TV qui avait tenté une chaîne Twitch et qui n'était pas du tout adapté au code des auditeurs et téléspectateurs sur Twitch. Et du coup. BFM TV avait rapidement fait marche arrière, mais il y a RMC qui s'en sort bien, notamment sur certains sports un peu de niche, où il va y avoir des journalistes sportifs d'RMC qui vont animer des live Twitch pour commenter. Je m'y connais pas beaucoup en sport, mais je crois qu'il y avait notamment de la NBA, il y avait certains sports comme le billard ou des choses comme ça qui étaient commentés en direct sur Twitch. Donc voilà, les médias deviennent des cross-médias, vont aller sur différentes plateformes, ne vont plus être uniquement linéaires à faire seulement de la télévision, seulement de la presse écrite, seulement de la radio. Non, ils vont aller chercher des audiences là où elles sont sur toutes ces différentes plateformes. Et voilà, les médias sont quand même un peu en retard là-dessus et vont chercher même à lancer d'ailleurs des nouveaux talents, puisqu'on a vu il y a Paul Larouturou sur TF1 sur la matinale Bonjour. Il y a également Tanguy de BFM qui vont apparaître sur le canal traditionnel de diffusion de ces médias-là, la télévision, mais dans la façon qu'ils vont avoir d'aborder l'actualité, ils vont essayer de s'inspirer des codes des réseaux sociaux, c'est-à-dire en face cam, avec un smartphone et une petite perche, un micro, et ils vont aller sur le terrain pour suivre en longueur. Là, récemment, Paul Larouturou avait suivi le déplacement du président de la République au Salon de l'Agriculture. Voilà, il reprend un peu les codes, donc on voit que 15 ans après l'émergence des réseaux sociaux, les médias traditionnels commencent petit à petit à intégrer ces codes-là, des codes qui sont un peu différents, mais qui sont pas non plus une grande révolution dans le traitement de l'actualité. Non, et puis en plus, il y a vraiment une question de crédibilité, au-delà des audiences qui sont cruciales, puisqu'il faut jamais oublier que les médias sont des projets commerciaux qui cherchent la rentabilité, et donc ils vont chercher les audiences là où elles sont. Au-delà de ça, il y a la question de la crédibilité. Hein. Les médias, en faisant de l'information, ne sont pas là pour vendre des chaussures. Donc la véracité des informations qu'on va mettre en avant est cruciale. Et là-dessus, les réseaux sociaux sont évidemment discutables. Pas tous, bien sûr, mais le premier facteur de crédibilité d'un journaliste en France, c'est la possibilité de détenir une carte de presse. Il y a à peu près 35 000 détenteurs de la carte de presse en France. Donc la carte de presse est délivrée chaque année par une commission qui va étudier le travail de chaque journaliste, vérifier s'il est bien rémunéré par une entreprise de presse enregistrée auprès de la commission, et donc cette carte va être renouvelée chaque année si on correspond bien aux critères établis par la commission qui sont votés chaque année en assemblée générale. Les journalistes sur les réseaux sociaux comme Hugo Travers ou Charles Villa n'ont pas la carte de presse, ce qui peut d'ailleurs parfois leur poser problème pour accéder
à des événements. Je pense à des procès médiatiques, l'affaire Pellico. Je pense à des déplacements de personnalités politiques auxquels il faut s'accréditer pour et justifier de son numéro de carte de presse pour pouvoir suivre tel ou tel membre du gouvernement. Donc voilà, il y a encore une trop faible reconnaissance selon moi des journalistes qui travaillent sur les réseaux sociaux parce qu'il y a une façon de ne pas prendre au sérieux leur travail alors qu'ils font un travail journalistique, mais les réseaux sociaux font peur, ils sont vus comme un danger, ils participent aujourd'hui, et ça c'est évident avec le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, à de la désinformation, puisque la façon dont on va décrire le monde sur les réseaux sociaux participe à faire émerger la vérité. Je vous parle même pas du Golfe des Amériques, rebaptisé par Donald Trump, hein, le Golfe du Mexique, auquel eh bien l'agence prestigieuse AP a été rejetée de la Maison Blanche parce que elle refusait de nommer le Golfe du Mexique le Golfe des Amériques. Voilà, sur les réseaux sociaux, il n'y a plus de régulation, il n'y a plus de recherche de la vérité, et à partir de ce moment-là, eh bien, ça devient un danger. Le phénomène le plus manifeste de ce danger des réseaux sociaux, ça remonte, en tout cas l'un des premiers qui avait marqué les esprits, c'était 2016, la campagne de Donald Trump, toujours, celle qui avait marqué un précédent, et le scandale Cambridge Analytica, où eh bien, on allait pouvoir dresser un profil politique des utilisateurs des réseaux sociaux, de Facebook en l'occurrence, identifier leurs attentes des candidats et ensuite eh bien, leur proposer du contenu, des images, des photos, des vidéos, etc., du contenu qui correspond à leurs attentes. Et leur proposer ce contenu-là à des moments cruciaux, la veille d'un vote ou lors de phénomènes d'actualité un petit peu violents, des émeutes, etc. Et bien là, on va faire apparaître dans le fil de l'actualité de tel utilisateur telle image pour lui faire croire que tel candidat veut lui retirer son arme. Aux États-Unis, évidemment, la question des armes est omniprésente, et que, eh bien, Hillary Clinton voulait retirer l'arme des Américains. Eh bien, si on fait apparaître cette image à un jour précis, lors d'un événement d'actualité particulier, à tel utilisateur, eh bien, on va pouvoir le manipuler, tout simplement. Et c'est comme ça que Cambridge Analytica a réussi à faire basculer l'élection de 2016, puisqu'à l'époque, Donald Trump n'avait pas obtenu le vote populaire, et il avait pu eh bien capter, je crois que c'est à quelques dizaines de milliers de voix que ça s'était joué pour qu'il obtienne quelques états clés et ainsi remporte l'élection présidentielle. Donc depuis lors en tout cas, on a, nous les médias traditionnels, une méfiance des réseaux sociaux, et en même temps on essaye, eh bien, une méfiance aussi, une forme de jalousie, puisqu'ils parlent à un public auquel nous ne parlons plus. Ils ont des codes que nous mettons du temps à intégrer, et eh bien la meilleure façon qu'on a de pouvoir se mettre à la page, c'est de les agréger, tout simplement, ces réseaux sociaux, ces nouveaux talents. Et d'ailleurs, beaucoup de jeunes journalistes se lancent sur les réseaux sociaux comme un tremplin avant d'être repérés et ensuite d'aller travailler sur les médias traditionnels. Donc voilà, ça reste une source de questionnement quotidien, en tout cas, dans les médias dans lesquels j'ai pu travailler. Qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'on en dit sur les réseaux sociaux? On a un œil dessus et on s'en méfie aussi un petit peu depuis une quinzaine d'années.